Aujourd'hui, on parle d'un sujet super sérieux, vos photos de vacances. Parce que vous êtes probablement parti en vacances l'année dernière ou cette année. Et qui dit vacances dit photos de vacances. Que ça soit vos super selfies avec mamie ou les photos du magnifique coucher de soleil, vous avez sûrement pris une tonne de photos pendant vos vacances et ces photos, elles sont stockées quelque part. Mais la question, c'est où ? La plupart d'entre nous utilisent le cloud, que ce soit Google Drive, Dropbox, iCloud ou OneDrive, la majorité des Français utilisent l'un de ces services. La question, c'est où ces données sont-elles réellement stockées ? Parce que vous allez voir, le nuage est très loin d'être magique. Lorsque vous uploadez vos photos de vacances, par exemple celle-ci, promis, on ne jugera pas, elle se retrouve quelque part, dans le nuage et plus précisément dans un data center, en France, mais aussi probablement à l'étranger. Mais elle ne se retrouve pas sur un disque dans un serveur. La plupart du temps, nos données sont copiées à travers de multiples disques pour qu'elles ne soient pas perdues si malheureusement l'un des serveurs venait à rendre l'âme. Mais alors, où est le problème ? Le problème, c'est que des données, on en produit de plus en plus. Que ce soit vos photos de vacances, des données publiques, des informations de santé, la numérisation de notre société fait que l'on produit de plus en plus de data. Et ces data, il faut bien les stocker quelque part. Si on mettait toutes les données produites, ne serait-ce qu'en 2011 sur des DVD, la pile de DVD qu'on produirait irait de la Terre à la Lune. Sauf que pour les 5 ans à venir, ce n'est pas 5 fois cette distance qu'il faudrait en DVD, mais la distance entre le Soleil et Mars, soit 600 fois plus. Et comme tous ces data centers doivent être refroidis en permanence, cette consommation énergétique est monstrueuse. En 2020, cela correspond même à l'ensemble de la consommation énergétique de l'Australie, mais pour stocker nos photos de vacances. Pour résoudre cet épineux problème de stockage, des chercheurs et des entreprises ont eu une idée pour le moins originale. Utiliser l'ADN comme stockage de nos données. Pour comprendre d'où vient cette idée, faisons un petit récap sur ce qu'est l'ADN. Que ce soit le tardigrade, le paresseux ou l'être humain, nous sommes tous faits de cellules, et au cœur de ces cellules se trouve l'ADN. L'ADN a une forme de double hélice, et lorsqu'on casse cette double hélice, on obtient deux brins, sur lesquels se trouve une succession de ce qu'on appelle les bases A, T, C ou G. C'est la succession de ces bases qui code l'information qui permet à nos cellules de fonctionner. L'idée des chercheurs est assez simple en théorie, utiliser cette succession de bases, A, T, C et G, pour coder les données qui nous intéressent. Si cette idée paraît digne d'un scientifique fou, en réalité, elle a de véritables avantages. Le premier, c'est que sur l'ADN, on peut stocker de l'information de façon bien plus condensée que sur des disques durs. Par exemple, toutes les données produites entre aujourd'hui et 2025 pourraient être stockées sur de l'ADN dans une balle de ping-pong. Fini les immenses data centers. Mais surtout, le véritable avantage de l'ADN, c'est d'être stable. Si stable que des chercheurs ont déjà réussi à retrouver de l'ADN dans les restes d'un mammouth qui datait de plus d'1 million d'années. Tant que l'ADN est stocké au sec et si possible au frais, il ne bougera pas. Alors, comment faire ? Plusieurs équipes se sont intéressées déjà à ce sujet, notamment des équipes de l'université de Washington et de Stanford, ainsi que Microsoft, qui ont publié 7 articles en 2018. Ils ont choisi de stocker dans de l'ADN 3 types de données. D'abord, la Déclaration universelle des droits de l'homme, rédigée en 100 langues. Ensuite, un clip d'une musique d'un groupe de rock américain. Et enfin, la base de données de la Svalbard Global Seed Vault. La première étape pour stocker de l'information, c'est la même chose que sur un disque dur. Il faut rendre l'information lisible, compréhensible pour le stockage de données. C'est ce qu'on appelle l'encodage. En ce qui concerne l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, elle commence par « Tous les êtres naissent libres et égaux en dignité et en droit ». On commence donc par enregistrer l'information en binaire, donc une succession de 0 et de 1, interprétable par un ordinateur. Le T devient donc 01, 01, 01, 00. Le O devient 01, 10, 11, 11, etc. Sauf que, comme on vient de le voir, sur l'ADN, l'information n'est pas inscrite en 0 et en 1, mais en A, T, C et G. Il faut donc rajouter une étape pour faire cet encodage.
On choisit un code, par exemple que 00 correspond à un A, 01 à un G, 10 à un C et 11 à un T. Dans ce cas, le message devient G, G, GA, GCTT, etc. Ça veut aussi dire qu'une lettre s'écrit en 8 caractères en binaire, mais seulement 4 en langage ADN. Maintenant qu'on a cette information, il faut pouvoir l'écrire sur de l'ADN. C'est ce qu'on appelle la synthèse. C'est un procédé chimique qu'on maîtrise plutôt bien, mais qui prend pas mal de temps. L'idée est assez simple. On fixe sur une résine les bases A, T, C et G, les unes à la suite de l'autre, en fonction de l'information qui nous intéresse. Une fois la synthèse effectuée, il ne reste plus qu'à stocker notre nouveau fragment d'ADN. Pour conserver l'ADN, l'idéal c'est de le garder bien au sec, pour éviter le développement de moisissures pas très ragoûtantes. On peut par exemple sécher l'ADN et le stocker dans une capsule, comme ce chercheur. Ainsi, l'ADN peut être conservé pendant de très longues années. Bon, tout ça c'est bien mignon, mais concrètement, comment est-ce que vous faites pour récupérer vos photos de vacances? Dans ce cas-là, en fait, on prend le processus inverse. On ouvre la capsule, on récupère l'ADN et ensuite on va lire l'ADN base par base comme un enfant qui apprend à lire un livre. C'est ce qu'on appelle le séquençage d'ADN. Ces séquenceurs, ces machines, elles existent déjà et on les trouve dans beaucoup d'entreprises ou d'instituts de recherche. Il suffit alors de faire le processus inverse. Une fois qu'on a les A, T, C et G, on retranscrit en binaire et du binaire en texte pour obtenir par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme. Si tout semble si simple, alors pourquoi est-ce que vos photos de vacances ne sont pas déjà stockées sur de l'ADN? Eh bien parce qu'écrire sur de l'ADN prend pour l'instant bien trop de temps. Il faudrait utiliser l'ensemble des systèmes de synthèse qui existent aujourd'hui rien que pour stocker vos photos de vacances. Mais les industriels sont sur le coup et ils visent déjà une réduction drastique du coût de la synthèse dans les années à venir. Le regroupement de ces acteurs estime d'ailleurs qu'en dessous de 100 $ le terabyte de données stockées sur de l'ADN, c'est le stockage de l'ADN qui serait le moins cher comparé à tous les autres systèmes. Et encore mieux, le coût de ce système réduit avec le temps grâce à la stabilité de l'ADN. Au final, mettre vos photos de vacances sur de l'ADN, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais ça va probablement finir par arriver. Parce que l'ADN, c'est un stockage beaucoup plus simple, économique et écologique que nos bons vieux disques durs. Au final, ce sera probablement la meilleure technique pour archiver des données auxquelles on accède peu mais qui sont importantes. D'ici là, la meilleure solution c'est encore de faire le tri dans les photos de vos vacances pour ne mettre dans le cloud que vos plus beaux clichés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, alors abonnez-vous et mettez un pouce vers le haut et surtout, partagez-la. Et on se dit à bientôt!